Alors, bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui à notre première midi discussion de la session d'automne 2025. Aujourd'hui, nous sommes avec Jessica Dorion qui va nous présenter les résultats de son projet d'intervention, et si je ne me trompe pas, et son maîtrise en travail social qui a été sous la direction de la supervision de Luciane Martin Borges, qui est membre chercheur de l'éthique. Alors, je te laisse la parole, Jessica, puis merci beaucoup d'être là avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et voilà. Donc, comme je disais, merci à tous d'être présents pour ce midi discussion. Joanna m'a présenté un peu, mais je m'appelle Jessica Dorion, je suis doctorante en travail social à l'Université Laval sous la direction de Lisa Ellington. Donc, très généralement, de manière très générale, mon projet va porter sur les jeunes autochtones de ma communauté, donc la communauté Mi'kmaq de Gaspé. Mais comme Joanna le mentionnait, ce n'est pas ce dont je viens vous parler aujourd'hui. Je viens vous présenter mon projet d'intervention que j'ai réalisé à la maîtrise professionnelle qui a pour titre Au-delà des frontières, développement des compétences interculturelles de professionnels scolaires pour une meilleure inclusion des élèves issus de l'immigration. Ça a été réalisé sous la supervision de Luciane Martens-Borges, qui était ma conseillère, et de Samantha Vibert-Maheu, ma répondante. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, le projet découle vraiment d'un besoin du milieu, donc de l'école secondaire de l'Aubier, que j'aurai la chance de vous représenter plus tard dans la discussion, dans un contexte où il y a vraiment une augmentation puis une diversification des élèves issus de l'immigration en milieu scolaire. Donc, environ un élève sur quatre est issu de l'immigration dans le réseau scolaire québécois. Et c'est une donnée qui date de 2016, donc on peut être porté à croire que ça a augmenté depuis. Ça engendre des défis pour les élèves issus de l'immigration eux-mêmes. Donc, on peut penser aux défis d'adaptation liés aux méthodes pédagogiques qui sont différentes et qui peuvent aussi être accentuées par des expériences migratoires ou politiques difficiles, à une perte de repères sociaux et culturels, à des barrières linguistiques, à l'identité qui peut être conflictuelle entre la culture familiale et la culture de la société d'accueil. Et aussi, on peut penser au racisme, à l'intimidation, à l'inclusion sociale et communautaire qui peut être plus difficile. Ça engendre aussi des défis pour les professionnels scolaires, donc ils peuvent être porteurs de préjugés, de stéréotypes, qui peuvent faire aussi de l'étiquetage selon l'identité socio-culturelle des élèves. Dans la littérature aussi, on dénote qu'il y a une représentation qui est marquée par des déficits et qu'on sous-estime les dynamiques systémiques, donc ce qui ferait en sorte que les élèves issus de l'immigration se seraient surreprésentés dans l'enseignement spécialisé. Aussi, les défis des professionnels sont exacerbés par des réalités sociales et des parcours migratoires qui sont de plus en plus complexes. La collaboration école-famille est aussi un défi important là, pour les professionnels scolaires. Et finalement, ils peuvent vivre des dilemmes éthiques quand leurs valeurs, leurs croyances, leurs comportements entrent en conflit avec les valeurs, croyances et comportements des élèves issus de l'immigration et de leur famille. Donc, malgré ces enjeux-là, la compétence interculturelle est sous-représentée dans les parcours de formation des professionnels scolaires et même rendue dans leur milieu de travail, il y a des lacunes importantes pour la formation continue en compétences interculturelles du personnel, que ce soit lié à un manque d'accès à la formation continue, mais aussi, des fois, il y a une absence d'intérêt des acteurs scolaires d'y participer ou de se former. Depuis le tout début, je parle un peu de la compétence interculturelle, mais il y a différentes façons de la définir selon les auteurs. Pour mon projet, j'ai choisi la définition de Hubert et Reynolds en 2014, qui la définissent comme suit. Donc, la compétence interculturelle désigne un ensemble d'attitudes, de connaissances, de compréhension et de facultés qui sous-tend l'action et permet à une personne, individuellement ou en groupe, de comprendre et de respecter des personnes perçues comme ayant des références culturelles différentes, de réagir de façon appropriée, efficace et respectueuse dans l'interaction et la communication avec ces personnes, d'entretenir des relations positives et constructives avec ces personnes et de s'appréhender soi-même et ses propres références culturelles à travers la rencontre avec l'altérité culturelle. Cette définition-là de la compétence interculturelle se subdivise en trois composantes qui ont été utilisées là, pour définir mes objectifs, donc connaissance et compréhension, attitude et faculté et action. Pour ce qui est de la pertinence scientifique, ben, il y a peu d'études qui ont été recensées sur les professionnels en milieu scolaire et encore moins en contexte interculturel. Il y a des études qui soulèvent le manque de compétences interculturelles des professionnels scolaires pour faire face justement à l'augmentation des élèves issus de l'immigration, mais il y a peu d'études qui concernent des initiatives concrètes qui sont mises en place en milieu scolaire pour développer ces compétences.
Pour ce qui est de la pertinence disciplinaire, le travail social permet de mieux comprendre les réalités complexes qui sont vécues par les élèves issus de l'immigration et d'agir aussi sur les différents facteurs qui influencent leur bien-être et leur sentiment d'appartenance, puisque c'est une discipline qui a vraiment une approche globale et holistique. Puis aussi, le projet fait valoir le travail social en milieu scolaire et en contexte interculturel parce qu'on sait que c'est encore une discipline qui est peu mise de l'avant dans les milieux scolaires. Pour ce qui est de la pertinence sociale, qui est à mon avis la plus prenante, il y a vraiment des conséquences importantes qui sont liées au manque de discours inclusif en milieu scolaire sur les élèves issus de l'immigration, donc résistance, décrochage, échec scolaire. Puis aussi, l'école secondaire serait le service le moins propice sur 7 services publics étudiés à répondre aux besoins des jeunes issus de l'immigration, d'où la pertinence de vraiment faire d'une priorité du développement des compétences interculturelles une priorité incontournable. Puis le milieu, je vais vous le présenter tout à l'heure, mais c'est une école secondaire. Là, ce pourquoi j'ai soulevé le fait que c'était le service public qui répondait le moins aux besoins des élèves issus de l'immigration. Pour ce qui est de mes fondements théoriques, brièvement, donc le cadre d'analyse, j'ai choisi l'approche interculturelle de Cohen-Emmerich de 1993. C'est peut-être une approche que vous connaissez déjà. Ça permet vraiment d'aller au-delà de la connaissance de la culture de l'autre personne en s'assurant de respecter son identité socioculturelle, de vraiment favoriser une compréhension mutuelle. Aussi de prendre en connaissance de cause de ses expériences migratoires, politiques, donc d'aller plus loin que la connaissance de la culture de la personne devant nous. Ça me paraissait inévitable, en fait, là, de choisir un cadre d'analyse basé sur la notion d'interculturel, considérant les composantes de mon projet. Puis, ce qui est central à ce cadre d'analyse-là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le processus de rencontre avec l'autre en 3 étapes pour justement assurer une compréhension mutuelle, dépasser les filtres culturels. Donc, brièvement, il y a la décentration qui permet de prendre un pas de recul sur sa propre identité, son propre cadre de référence. Il y a la compréhension du système de référence de l'autre pour vraiment partir du point de vue de l'autre personne devant soi. Puis la négociation et médiation qui permettent de trouver un terrain d'entente ou un compromis pour éviter justement d'imposer son cadre de référence à l'autre personne ou de faire de la violence symbolique. Pour ce qui est du modèle d'intervention, j'ai choisi la communauté d'apprentissage professionnel, donc la CAP, puisque c'était une intervention de groupe. C'est un dispositif qui est propre au milieu scolaire et qui vise l'amélioration des pratiques des membres, mais aussi des retombées concrètes sur l'apprentissage et la réussite des élèves. Donc, dans ce cas-ci, on vise, oui, l'amélioration des compétences interculturelles, mais aussi à ce qu'il y ait des retombées concrètes sur l'apprentissage, la réussite, mais aussi le bien-être des élèves issus de l'immigration. Donc, pendant la CAP, les professionnels sont amenés à échanger, à confronter leurs idées, à partager, puis c'est considéré comme l'un des moyens les plus efficaces de développer les compétences des acteurs scolaires. Donc, pour ce qui est du but et des objectifs du groupe d'intervention, j'en parle un peu depuis le début, mais le but, ça visait le développement des compétences interculturelles des professionnels scolaires. Puis les objectifs, j'en avais 3 principaux. Donc, développer ces savoirs liés au contexte interculturel et aux réalités distinctes des élèves issus de l'immigration, qui étaient basés sur la composante que j'ai présentée tout à l'heure de connaissance et compréhension. Renforcer son savoir-être afin d'aller à la rencontre de l'autre qui était basée sur la composante des attitudes et consolider son savoir-faire afin de mettre en pratique des stratégies adaptées aux besoins des élèves issus de l'immigration qui étaient inspirées la composante faculté et action. J'aurais pu garder connaissance, compréhension, attitude, faculté et action, mais je trouvais que savoir, savoir-être et savoir-faire, c'était plus vulgarisé, plus concret. Pour ce qui est des destinataires et du recrutement de mon projet, j'ai quand même vécu plusieurs enjeux de recrutement. Donc, au départ, le projet visait les enseignants, mais finalement, les directions ont mentionné qu'il y avait une charge de travail trop élevée et que ça aurait été difficile de participer au projet. Donc, on s'est retourné vers les professionnels. Puis, au départ, c'était les professionnels de 3 écoles secondaires différentes du Centre de services scolaires des navigateurs. Puis, finalement, il y a une seule école qui s'est montrée intéressée et disponible. Donc, bref, le projet a été réalisé à l'école secondaire de l'Aubier à Lévis. Puis, les professionnels, ça inclut les psychoéducateurs, les psychologues, les orthophonistes, les orthopédagogues, les conseillers d'orientation, travailleurs sociaux, animateurs de développement personnel et de l'engagement communautaire. Pour ce qui est du recrutement, bon, j'ai envoyé une affiche puis une brève description du projet à la direction qui a acheminé le courriel aux différents professionnels. Puis je suis aussi allée me présenter et présenter le projet directement dans le milieu. C'était un groupe de 8 professionnels qui était ciblé au départ, mais il y a 5 professionnels finalement qui ont participé au projet. Pour ce qui est des séances d'intervention, donc le projet s'est déroulé sur 4 séances d'une durée de 3 heures chacune pour respecter, entre autres, les contraintes de temps des professionnels. Après des discussions avec ma répondante, on s'est entendu pour dire que c'était préférable d'avoir moins de séances, mais un peu plus longues que plusieurs courtes séances. Donc, d'où pourquoi on a fait 4 séances d'une durée de 3 heures.
Donc, la première séance visait à présenter le projet et à débuter l'objectif qui portait sur les savoirs. La deuxième séance visait à poursuivre l'objectif portant sur les savoirs. La troisième, quant à elle, visait à faire l'objectif portant sur le savoir-être. Et la quatrième, l'objectif portant sur le savoir-faire et un bilan de l'intervention. Lors de la première séance, on a fait deux activités d'introduction visuelle que je trouvais quand même intéressantes de vous présenter. Donc, la première ici, là, c'est sûr qu'on ne voit pas très bien ce qui est écrit sur les post-it, mais je vais vous en lire quelques-uns pour vous donner une petite idée. Donc, la première à gauche ici, c'est un arbre qu'on a fait vraiment comme toute première activité d'introduction, puis que je trouvais intéressante de vous présenter. Donc, tout en bas, les racines de l'arbre, ça représente vraiment les valeurs, les motivations qui ont poussé les professionnels à participer au projet. Donc, on a partage d'expérience, comprendre les difficultés des élèves issus de l'immigration, diversité, richesse de la diversité, ouverture aux autres, partage, échange. Pour ce qui est du tronc, ça représentait les objectifs que les professionnels avaient pour eux-mêmes à la suite du groupe d'intervention. Donc, on voit outils, donc être mieux outillé, avoir différentes approches d'intervention et aussi amener les enseignants à percevoir le côté positif de la diversité. Et finalement, pour ce qui est des branches ici de l'arbre, ça représentait ce que les professionnels souhaitaient pour les élèves issus de l'immigration, en fait, à la suite du projet et tout au long du reste du parcours scolaire des élèves. Donc, on voit respect, école plus inclusive, être bien à l'école, milieu de vie, inclusion, mais aussi nos élèves, que je trouvais super intéressant parce que l'un des participants nommait que souvent les élèves qui ne sont pas issus de l'immigration, on les appelle nos élèves, mais que ceux qui sont issus de l'immigration ne sont pas nécessairement inclus dans nos élèves, dans leurs élèves, devrais-je plutôt dire. Donc, l'objectif, c'était qu'à la toute fin de l'intervention, tous les élèves soient nommés leurs élèves, donc nos élèves. Pour ce qui est de la deuxième activité d'introduction qu'on a faite, on a fait une carte conceptuelle collective où je leur ai posé la question, qu'est-ce qui vous vient en tête comme ça rapidement, sans qu'on ait parlé de rien du tout encore, quand on pense au contexte interculturel et aux réalités des élèves issus de l'immigration. Donc, encore là, c'est écrit en tout petit, mais je vais vous en lire quelques-uns. Puis c'est important de mentionner que ceux en jaune, ça a été fait à la quatrième séance aussi. Là. C'était en fait un outil d'évaluation que j'ai utilisé en pré- et en post-intervention. Donc, toutes les couleurs, sauf le jaune pâle, c'était à la première séance, puis le jaune pâle, c'était à la dernière. Donc, pour la première séance, on voit solitude, trauma, oublié, ennui, partage de culture, richesse. Ce n'est pas leur choix de venir ici, frustration, pression parentale. Donc, c'était souvent à connotation négative. Puis, je vous présente tout de suite là, les post-it en jaune qui ont été faites à la quatrième séance. Donc, apprendre de mes collègues, notions interculturelles, statut d'immigration, connaissance des difficultés et processus d'adaptation. Donc, je trouve intéressant de vous présenter quand même ces deux activités d'introduction qu'on a faites qui sont très visuelles puis que je trouvais pertinentes. Sinon, pour vous présenter un peu ce qui a été fait durant les différentes séances, c'est sûr que ça ne couvre pas l'ensemble de ce que j'ai abordé dans les séances, mais j'ai créé des fiches synthèses, en fait, liées au savoir, au savoir-être et au savoir-faire, qui ont été publiées sur la direction du Centre de services scolaires des navigateurs, donc qui sont accessibles maintenant à l'ensemble des écoles faisant partie de ce centre de services scolaires-là. Donc, je pourrais vous les présenter brièvement. C'est sûr que le contenu des séances dépassait là, ce qui se trouve dans les fiches, mais ça fait quand même un bon petit résumé de ce qui a été couvert. Donc, pour ce qui est des fiches synthèse concernant les savoirs, on a ici la définition de qui sont les élèves issus de l'immigration, les différents parcours migratoires aussi, surtout par rapport à la migration volontaire ou involontaire, les statuts d'immigration et l'accès aux mesures sociales selon le statut. On a aussi vu, pardon, les biais inconscients, implicites et des stratégies pour y faire face et la courbe de l'adaptation culturelle qu'on a adaptée aux élèves, puisque d'habitude, c'est une courbe qui est utilisée principalement pour des adultes. Donc, c'est ce qui fait le tour un peu pour les fiches synthèse des savoirs. Pour celle du savoir-être, on s'est beaucoup questionné sur qui suis-je en tant que personne, en tant que professionnel, basé sur la roue des privilèges qui a créé beaucoup de réactions. C'était super intéressant dans le groupe de voir on se positionne où par rapport à nos privilèges dans cette roue-là. On a vu aussi la rencontre interculturelle, donc l'individu issu de l'immigration avec le professionnel, qui a nécessairement des rapports de pouvoir dans la relation. Ça peut créer des chocs culturels, puis même une impasse aussi dans l'intervention. Puis, le processus de l'approche interculturelle en trois étapes là, que j'ai présenté tout à l'heure pendant les fondements théoriques, que je vais vous épargner encore les détails, mais qu'on a vraiment vu en long et en large pour s'assurer que les professionnels eux-mêmes puissent l'utiliser par la suite. On a aussi parlé aussi de multiperspectivité, donc de comprendre que nos perceptions ne sont pas universelles, puis que la réalité de l'autre est aussi valide que la nôtre, même si elle est différente.
puis de l'importance de se connaître et de faire de l'introspection en contexte interculturel de manière continue. La petite métaphore, là, que c'est sûr que c'est encore écrit en tout petit, mais de Rondeau 2021 que je trouve super intéressante puis que j'ai présentée, que de faire de l'introspection en contexte interculturel, c'est comme si on avait des lunettes teintées d'une couleur qu'on s'en rendait pas compte. Puis faire l'introspection, c'est enlever en fait ces lunettes-là qui sont teintées d'une couleur pour se rendre compte que toutes les autres personnes ont aussi des lunettes teintées d'une couleur différente, puis qu'on a chacune et chacun des perspectives sur le monde qui sont différentes. Enfin, pour les fiches synthèse du savoir-faire, on a vu des stratégies pour améliorer nos compétences de communication interculturelle. On a parlé aussi de collaboration autant interprofessionnelle qu'avec les familles. On a vu que c'est pas parce que les familles se pointent pas aux rencontres qu'ils sont nécessairement désengagés ou désintéressés. Donc, on a exploré aussi cet aspect-là de la collaboration familiale qui cause beaucoup de défis pour les professionnels. Je leur ai aussi transmis des ressources autant à donner aux élèves issus de l'immigration et à leurs familles, donc des organismes communautaires, par exemple, qu'il y a des ressources pour les professionnels eux-mêmes, donc des lectures académiques, scientifiques, leurs collègues de travail, des formations, l'intervenante pivot du milieu qui était ma répondante. Puis aussi le livre sur l'intervention interculturelle de Rachibi et Taïbi de 2019. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vous le conseille si l'immigration, l'intervention interculturelle, ce sont des choses qui vous interpellent. Donc, il y a une grille en fait d'évaluation dans ce livre-là que j'ai donné aux professionnels qui fournit des balises vraiment claires aux intervenants qui doivent évaluer des personnes dont on ne connaît pas les codes culturels, l'histoire de vie, l'expérience migratoire. Donc, c'est super pertinent. Puis, c'est ça, je vous le conseille si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, pour ce qui est de l'évaluation, j'ai fait une évaluation qualitative. Puis c'est important de mentionner que les indicateurs ont été choisis en prenant en compte, bien sûr, le fait que la compétence interculturelle n'est jamais complètement atteinte et qu'elle peut toujours se développer. Donc, rapidement, pour ce qui est de l'objectif des savoirs, les indicateurs étaient que les participants ont élargi leurs connaissances liées au contexte interculturel et aussi qu'ils ont approfondi leurs connaissances sur les réalités distinctes des élèves issus de l'immigration. L'outil d'évaluation pour cet objectif-là, c'était la carte conceptuelle pré- et post-intervention que je vous ai présentée tout à l'heure. Pour ce qui est de l'objectif du savoir-être, les indicateurs étaient que les participants amorcent une réflexion sur leur identité socio-culturelle et explorent les façons de se décentrer dans leur pratique et que les participants commencent à solliciter des attitudes qui sont adaptées en contexte interculturel. Il n'y avait pas d'outil spécifique pour cet objectif-là. Et enfin, pour le savoir-faire, l'indicateur était que les participants sont en mesure de nommer des stratégies qui sont adaptées pour intervenir en contexte interculturel. Et ça a été évalué selon, avec une échelle d'auto-évaluation que j'ai créée, là, dont je vous épargne les détails. Aussi, nonobstant l'objectif, il y avait 3 outils d'évaluation qui ont été utilisés de manière générale. Donc, le journal de bord des participants, le journal de bord de l'intervenante qui a été surtout utilisé pour le processus de l'intervention plutôt que pour les objectifs en eux-mêmes, puis l'enregistrement des séances. Donc, brièvement, les 3 objectifs ont été atteints, c'est pourquoi j'ai mis les petites banderoles en vert. Donc, pour ce qui est des savoirs, les participants ont acquis de nombreuses notions liées au contexte interculturel et aux dynamiques migratoires. Par exemple, la différence entre multiculturel et interculturel, la différence entre préjugés et stéréotypes, tout ce qui est en lien avec les microagressions, les biais implicites, puis aussi les statuts migratoires qui ont été super appréciés puisque les professionnels ne les connaissaient pas du tout. Puis, on dénote aussi une meilleure connaissance et compréhension des réalités des élèves issus de l'immigration et de leurs familles et les défis qu'ils peuvent vivre dans la société québécoise, mais surtout en milieu scolaire, basé sur la littérature que j'avais recensée. J'ai ressorti 2 petits extraits là, de verbatim que je trouvais intéressant de vous présenter. Donc, participant 4 à la première rencontre, qui dit c'est dommage que tout le monde ne s'intéresse pas à ce genre d'informations parce qu'après, on va dire qu'on cherche l'information, mais on passe des occasions. Ne serait-ce que ce qu'on a fait sur les différents statuts d'immigration, pour moi, c'est un élément clé dans l'éducation interculturelle. Comprendre déjà le statut des enfants et de sa famille, c'est la base de nos interventions. Et P5 à la rencontre 2 qui dit, en général, je pense qu'on sous-estimait et même qu'on sous-estime encore tout ce que ça implique un changement de pays, un changement de vie, tout ce que ça implique au niveau social, amical, l'adaptation, la langue, l'ennui. Ce sont des petites choses qui s'additionnent toutes et qui font au final que c'est énorme. Pour ce qui est du savoir-être, donc les participants ont vraiment fait une introspection par rapport à leur représentation culturelle, à leurs préjugés, et ont débuté aussi une décentration, ou du moins ont vraiment pris connaissance de l'importance de le faire. Ils se sont beaucoup questionnés sur leurs privilèges ou l'absence de certains privilèges, basés notamment sur la roue des privilèges dont je vous parlais tout à l'heure. Ils ont démontré aussi une volonté de s'engager dans une démarche d'ouverture, de curiosité.
Ils reconnaissaient la diversité des perspectives et la nécessité surtout de s'adapter aux différentes réalités culturelles et ils ont commencé aussi à remettre en question certaines interprétations de comportement. Par exemple, ils disaient que certains élèves gambadaient dans les couloirs puis qu'ils les réprimandaient beaucoup par rapport à ce comportement-là, alors qu'au final, ça faisait du mal à personne puis qu'ils pouvaient seulement commencer à l'accepter davantage. J'ai encore fait ressortir deux petits extraits de verbatim. Donc, P5 dans le journal de bord qui dit: Je réalise que mon analyse est basée sur ma compréhension de la situation. Questionner le plus possible et demeurer dans l'ouverture à l'autre et l'empathie pour comprendre le plus possible sa situation, sa culture, ses besoins, ses différences. Il y a aussi P3 dans le journal de bord qui dit: Je me suis rendu compte que la première étape, donc la décentration, était davantage déficitaire. Ce n'est pas toujours évident de faire une introspection de soi-même. Comment je pense, j'agis, je réagis, afin d'évaluer mes façons de faire. Je ne prends pas toujours le temps de m'arrêter pour penser à moi, mes valeurs, mon identité. J'aimerais essayer d'inclure la première étape de l'approche interculturelle dans mes interventions. Il se peut même que je le fasse sans m'en rendre compte, mais j'aimerais en prendre conscience. Chaque rencontre me permet d'en apprendre plus et me permet aussi de réfléchir, entre parenthèses, introspection. Finalement, pour ce qui est des résultats brièvement du savoir-faire, donc les participants arrivaient à nommer autant des stratégies que j'utilisais déjà que des nouvelles stratégies acquises lors de l'intervention. Donc la collaboration avec les familles, la collaboration interprofessionnelle, le recours à des interprètes, la collaboration aussi avec des organismes communautaires, le fait d'avoir un intervenant qui serait dédié à la francisation, de créer des pochettes de bienvenue pour les familles et aussi il exprimait beaucoup un désir de développer des outils et des ressources à la suite du groupe d'intervention. Donc, le premier extrait ici de P5 à la rencontre 2 l'illustre bien. On pourrait faire des capsules aux profs, mais même aux élèves aussi. On pourrait faire passer ça dans toutes les classes à une certaine période. Il faudrait développer des outils de prévention pour informer, outiller les élèves et le personnel de l'école. Et il y a aussi P3 à la rencontre 2 qui nomme: Mais on ne cherche pas à savoir pourquoi ils ne sont pas venus. Est-ce qu'ils ne se sont pas sentis concernés? Est-ce qu'ils n'ont pas vu le message? Est-ce que notre façon de communiquer avec eux n'est pas la bonne? Donc, ça faisait référence à la collaboration avec les familles, de vraiment remettre en question le fait que s'ils ne se présentent pas ou s'ils ne répondent pas au courriel, peut-être que notre façon de leur communiquer n'est pas la bonne, peut-être qu'ils n'ont pas vu le message. Donc, de ne pas nécessairement prendre pour acquis que c'est un désengagement ou un désintérêt de la part des familles. En plus des différents résultats là, directement liés aux trois objectifs, il y a vraiment eu des beaux résultats complémentaires que je trouvais pertinents de vous présenter aujourd'hui suite à l'intervention. Donc, premièrement, le fait de faire une communauté d'apprentissage professionnel a vraiment été apprécié. Donc, l'espace qu'ils avaient pour partager, échanger, ventiler sur certaines situations, ça a été super bénéfique. Un autre résultat complémentaire que je trouvais intéressant, c'était la diversité au sein du groupe qui a été bénéfique et appréciée. Donc, il y avait des participants qui étaient issus de l'immigration et d'autres participants qui étaient non issus de l'immigration. Donc, au sein même du groupe, il y avait une diversité de perspectives, d'opinions et ça a été super bénéfique et apprécié par tous et toutes. Puis, un gros résultat complémentaire qui a ressorti pratiquement à toutes les séances tout au long du projet d'intervention, ça a été la charge émotionnelle et professionnelle face aux défis rencontrés par les enseignants. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les professionnels ont un rôle conseil à jouer auprès des enseignants, dont ils ne nient pas l'importance, qu'ils trouvent super important. Mais ce rôle conseil-là prend de plus en plus de place parce que les défis rencontrés par les enseignants face aux élèves issus de l'immigration seraient de plus en plus grands. Donc, les professionnels mentionnent vraiment un découragement, en fait, face au manque de remise en question, face au manque de compétences interculturelles des enseignants. Le passage ici l'illustre quand même bien. Donc, P3 à la rencontre 3 qui nomme: Ils ne se remettent pas en question. Eux autres, ils enseignent de même, puis même si c'est des élèves dans leur classe, que ce soit issus de l'immigration ou à besoins particuliers, moi j'enseigne de même et j'ai toujours enseigné de même, donc je vais continuer d'enseigner de même. Je ne leur parlerai pas, je n'y regarderai pas, comme ça, il n'y en aura pas de problème. C'est triste comme ça. Donc, c'est un des multiples exemples qui a été ressorti par rapport au fait que c'était vraiment difficile pour les enseignants dans les classes, puis que ça mettait une charge vraiment énorme sur les professionnels. Il disait aussi que quand les élèves issus de l'immigration parlent français, on prend pour acquis qu'il n'y a aucune autre adaptation à faire, donc on minimise ou on ignore vraiment les défis qui sont vécus en classe. Puis les professionnels, c'est ça, je me répète, m'ont vraiment mentionné à plusieurs reprises l'importance de développer les compétences interculturelles des enseignants. Donc, c'est un résultat complémentaire que je trouvais super important de vous partager. Pour ce qui est des limites et des recommandations, brièvement, de mon projet, donc le caractère volontaire de la participation, c'est sûr que ça constitue une limite, puisque ceux qui ont participé pouvaient déjà avoir un certain intérêt par rapport à l'inclusion ou à la diversité. Donc, ce n'est pas représentatif de l'ensemble des professionnels de l'école.
Aussi, la petite taille du groupe. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas être généralisé ni aux professionnels de l'école, ni aux différentes écoles du centre de service scolaire et encore moins au milieu scolaire québécois. Pour ce qui est du billet de désirabilité sociale, bien, puisque c'est moi qui ai passé les outils d'évaluation, ça se peut que les professionnels aient voulu montrer à la hausse leurs compétences ou leurs connaissances. Donc, ça peut avoir biaisé les résultats. Une autre limite, c'est la confidentialité qui ne m'a pas permis d'exploiter toutes les avenues possibles de résultats et d'analyse parce que les participants n'ont pas voulu en fait que je dévoile leur profession ou le nombre d'années d'expérience qu'ils ont au sein de l'école. Donc, ça m'a un peu limité dans certaines avenues de résultats ou d'analyse. Aussi, une limite vraiment importante du projet, c'est l'absence d'évaluation des retombées concrètes sur les élèves issus de l'immigration. Donc, même si ce n'était pas eux les destinataires du projet, c'était super important de venir évaluer les retombées qui ont vraiment concrètes, justement, qu'il y a eu sur les élèves issus de l'immigration à la suite du projet. Mais par manque de temps ou d'outils adaptés, ça n'a pas été fait. Donc, c'est une limite qui est importante à souligner. Puis finalement, l'absence de formation interculturelle de ma part, donc, qui a pu limiter l'analyse des résultats, mais aussi mes choix méthodologiques, par exemple. Pour ce qui est des recommandations, j'en ai parlé à quelques reprises, mais la communauté d'apprentissage professionnel a vraiment été bénéfique. Donc, je recommande une communauté d'apprentissage professionnel ou autre dispositif similaire, là, comme une communauté de pratique ou du co-développement. Puis ça l'a vraiment été, puisque ça l'a vraiment été apprécié et bénéfique par les participants. Aussi, l'équipe professionnelle d'un même milieu. Donc, au départ, c'était supposé être trois différentes écoles secondaires, mais finalement, je pense que ça a été bénéfique que ce soit une seule école parce qu'il y avait vraiment les mêmes réalités, les mêmes enjeux. Ils pouvaient ventiler sur certaines réalités qu'ils vivent tous. Donc, je pense que ça a quand même facilité la cohésion. Un petit nombre aussi, je l'ai soulevé comme limite. Donc, c'est un peu contradictoire, mais j'ai trouvé que ça a vraiment facilité les échanges, donc des échanges plus personnels, plus intimes. Comparativement à ça, on avait été un très grand groupe, peut-être que ça aurait été plus difficile d'avoir ces échanges-là plus proximaux. Donc, sinon, il faudrait réfléchir à quelle stratégie mettre en place, en fait, pour augmenter la cohésion de groupe et faciliter ces échanges-là. La présence de participants issus de l'immigration, bon, je le recommande, mais au sens où il ne faudrait pas en faire un critère de participation très restrictif, mais plutôt de favoriser une présence de participants, de professionnels issus de divers horizons, dont issus de l'immigration, puisque ça a vraiment été bénéfique avec leur savoir expérientiel tout au long du projet. Puis enfin, bon, je recommande fortement la participation des enseignants à de futurs en fait, projets similaires, mais je vais pouvoir y revenir aussi là, pendant la discussion si vous voulez qu'on en discute davantage. J'ai prévu une petite question qui est liée aux enseignants. Donc voilà, en conclusion, il est possible d'avancer que le but et les objectifs d'intervention ont été atteints comme je vous les ai présentés, puis aussi que les professionnels ont une position vraiment stratégique. Donc, comme je vous disais, ils interviennent autant auprès des élèves, mais aussi ils ont un rôle conseil auprès des enseignants. Donc, je pense que c'est vraiment une position stratégique de développer leurs compétences interculturelles puisqu'ils ont vraiment ces deux beaux rôles-là. Toutefois, pour qu'une école soit dite inclusive, tous les acteurs scolaires doivent être impliqués, ce qui inclut aussi les professionnels, mais notamment les enseignants. Donc, j'espère que le projet va avoir comme indication positive, comme retombée positive, en fait, l'indication de poursuivre le développement des compétences interculturelles de tous les professionnels, de tous les acteurs scolaires, pardon, ce qui inclut aussi les enseignants. Donc voilà, j'ai tendance à parler quand même vite dans la vie en général. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu et que je n'ai pas trop parlé trop vite. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à me contacter. J'ai laissé mon adresse courriel au bas de la diapositive. Si jamais vous voulez qu'on approfondisse certains éléments de mon projet, j'ai pas tout couvert là, l'ensemble du contenu. Donc, si vous voulez, si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on approfondisse certains aspects, n'hésitez pas, ça va me faire grandement plaisir. Puis sinon, je vous céderai la parole. J'ai préparé en fait des questions pour alimenter notre discussion, réflexion. Mais si vous avez des réactions, questions, commentaires avant que je passerai à mes questions, je vous cède la parole. Merci Jessica, vraiment merci pour cette belle présentation. Je vais te dire